Je salue les uns et les autres, je vous remercie de votre invitation, je félicite de cette initiative, Facile Europe. Alors, je me présente, je suis un personnage étrange, je ne suis pas un historien. J'ai eu une formation de sciences politiques à l'École nationale d'administration, c'est-à-dire une formation assez solide en histoire contemporaine. Et j'ai eu une expérience politique qui a comporté toutes les responsabilités électives de la politique française, depuis conseiller municipal jusqu'à ministre. J'ai exercé tous les mandats, sauf sénateur et président de la République. Mais j'ai consacré l'essentiel de mon action politique à l'Europe, en siégeant pendant 4 ans au Conseil des ministres européens et pendant 25 ans au Parlement européen. J'ai abandonné depuis quelques années toute activité politique. Il y a un moment où il faut quand même laisser la place aux jeunes. Donc, je vais vous parler d'enseignement d'histoire, non pas comme un historien, non pas comme un universitaire, non pas comme un enseignant, un professeur, et je salue tous les enseignants professeurs du primaire ou du secondaire ici présents et leurs meilleurs élèves ici présents, mais comme un homme politique qui, dans son action politique, a eu besoin de connaître l'histoire et a rencontré des problèmes liés au fait que ses interlocuteurs n'avaient pas du passé la même vision que lui. Et de ce point de vue-là, la politique européenne est extraordinairement intéressante parce que nous nous sommes rendus compte, notamment, alors à ce stade, j'appuie et il devrait se passer quelque chose d'extraordinaire qui est le changement d'image derrière moi. Depuis l'entrée dans l'Union européenne des pays d'Europe centrale et orientale, les anciennes démocraties populaires du temps de l'Union soviétique, on s'est rendu compte qu'on avait des difficultés à se comprendre, pas simplement parce qu'on parle évidemment des langues différentes, pas simplement parce qu'on a une culture différente. La notion de loi n'est pas la même en Angleterre, bon, les Anglais ne sont plus parmi nous, en France et en Italie, par exemple. Donc, quand on discute de loi européenne, c'est un petit peu compliqué à se comprendre, mais aussi parce que ces pays n'avaient pas, et pour la plupart d'entre eux n'ont toujours pas, digéré l'histoire extraordinairement douloureuse, en particulier du XXe siècle, qu'ils ont connue. Pour vous donner un seul exemple, la Pologne. La Deuxième Guerre mondiale a commencé pratiquement le même jour, 1er septembre, 3 septembre, en France et en Pologne, et c'est terminé le même jour, 8 mai, 9 mai 1945. 600 000 morts en France, 6 millions en Pologne. 6 millions, pour un pays qui à l'époque avait 30 millions d'habitants. Voilà. Donc ces pays ont besoin de temps pour digérer, je ne sais plus quel historien ou homme politique, Kissinger ou quelqu'un comme ça, a dit d'un de ces pays, c'est un pays qui a un poids d'histoire au mètre carré supérieur à ce qu'il peut supporter. Et donc voilà, et donc nous nous sommes rendus compte quand ces pays nous ont rejoints que l'une des raisons pour lesquelles on avait beaucoup de mal à se mettre d'accord sur des lois européennes portant sur le futur, c'est parce que, comme ils n'avaient pas digéré le passé, ils avaient une appréciation très différente de la nôtre, et que nous jugions évidemment erronée, de ce que seraient les conséquences des textes que nous préparions.
Et donc, on s'est rendu compte de l'importance de la connaissance du passé, de l'enseignement du passé et la nécessité de rendre compatibles nos visions différentes du passé. J'y reviendrai tout à l'heure, ça ne veut pas dire avoir la même vision tous du passé, mais faire en sorte qu'au moins nos visions soient compatibles, ne se brouillent pas ou ne se contredisent pas mutuellement. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai arrêté mes activités politiques il y a 5 ans, j'ai été à l'origine de la création d'un organisme dont je suis devenu le président, qui s'appelle l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe, et à partir des travaux duquel je vous tirerai quelques conclusions à la faveur de cette conférence, dont l'objectif est de savoir, de collecter, de comparer, de rendre public, accessible à tout le monde, le contenu de ce qu'on enseigne dans les salles de classe, en primaire et en secondaire, dans tous les pays du continent européen. Non seulement les pays qui sont ici en bleu, qui sont les pays membres de l'Union européenne, mais aussi tous les pays du continent, y compris d'ailleurs, alors là on dirait un océan, c'est la Russie, et puis les pays du Caucase, tous les pays membres du Conseil de l'Europe, dont vous savez que c'est une ancienne organisation européenne qui a précédé l'Union européenne et qui est compétente, qui est le bras politique de la Cour européenne des droits de l'homme et qui a compétence pour faire des recommandations en matière de respect des droits de l'homme, de constitution démocratique, de respect de l'état de droit et de transmission, de défense, de promotion et de transmission des valeurs européennes communes. Alors à partir de là, je vais vous parler non pas de ce que devrait être le contenu d'un enseignement de l'histoire, mais de la difficulté et de la nécessité absolue d'enseigner l'histoire de l'Europe. En vous rappelant des choses que vous savez déjà, mais en essayant de les replacer dans cette perspective de l'histoire de l'Europe. Au départ, l'idée d'enseigner l'histoire à l'école comme une discipline obligatoire est née dans tous nos pays avec nos nations. Et au départ, ce que je vais dire va peut-être choquer, toutes nos nations, sans exception, toutes nos nations européennes, et on pourrait pratiquement l'étendre au reste du globe, sont nées dans la guerre, par la guerre et pour la guerre. Toutes. Alors à des moments différents. Certaines sont plus anciennes, sont des États-nations anciens, comme la France d'ailleurs, comme le Royaume-Uni, comme l'Espagne, d'autres plus récentes, 19e siècle, comme l'Allemagne, l'Italie, et d'autres encore plus récentes, comme certains des États issus de la Deuxième Guerre, de la Première puis de la Deuxième Guerre mondiale. Mais tous sont nés dans la guerre, par la guerre, pour la guerre. Et l'histoire est devenue une discipline obligatoire à l'école, dès le primaire, puis le secondaire, en lien avec la création de la nation. Alors en France, comme en Allemagne, ça a été au XIXe siècle, hein, avec dès 1833, on a Guizot, François Guizot, Premier ministre, grand historien, qui jette les bases de l'organisation de l'enseignement primaire, en obligeant chaque commune à avoir une école primaire, chaque département à avoir une académie et un inspecteur d'académie, et en inscrivant l'histoire comme une des matières obligatoires. Et puis alors après, ça va se développer encore avec les historiens orléanistes dans la lignée de Guizot, puis romantique, et puis évidemment Michelet, qui la même année 1833 commence sa volumineuse histoire de France qu'il mettra 30 ans à écrire.
Et c'est l'époque du roman, ce qu'on appelle maintenant le roman national. C'est-à-dire à cette époque, il s'agit de consolider l'esprit, le patriotisme national, et pour la France, de démocratiser l'esprit national. C'est-à-dire qu'on n'enseigne plus l'histoire, plus principalement l'histoire des rois. L'histoire de France ne commence plus au baptême de Clovis, car c'est ce qui était enseigné jusque-là. Ça n'était pas une matière obligatoire, mais c'était une matière qui était enseignée. Et évidemment, du temps de la monarchie absolue, l'histoire commençait avec les rois de France. Donc Clovis, date du baptême, qu'on a fixé formellement à 496, mais dont en réalité les historiens d'aujourd'hui ne sont pas capables de préciser la date exacte. Peu importe. Mais après les révolutions et du temps de la monarchie orléaniste, il s'agit de faire en sorte que ça soit le peuple tout entier, pas simplement les aristocrates et le roi qui s'approprient l'histoire de France. Et donc c'est là que Amédée Thierry, historien, le frère d'Augustin, invente, si je puis dire, écrit et invente en partie l'histoire des Gaulois. Et donc c'est à ce moment-là qu'Astérix, le personnage d'Astérix ou de Vercingétorix, apparaît plus légendaire qu'historique. Et en Allemagne, la même chose se produit au même moment, puisque après la défaite d'Iéna et la période napoléonienne, le sentiment national allemand commence à nourrir, à s'exacerber de diverses manières, et le grand historien Ranke et puis d'autres commencent à écrire l'histoire de la Prusse, l'histoire de l'Allemagne, etc. Peu après, dans le courant du XIXe siècle, au début du XXe siècle, on va voir la même chose en Angleterre avec plusieurs grands historiens comme Macaulay Trevelyan. On va voir la même chose en Espagne, non pas avec un historien professionnel, mais avec un journaliste au départ qui va écrire l'équivalent de l'histoire de France de Michelet pour l'histoire de l'Espagne, etc. Et au XXe siècle, on a vu la même chose dans les pays qui sont devenus indépendants au XXe siècle ou à la fin du XIXe, lorsque la Norvège, en 1905, la Norvège a pris son indépendance vis-à-vis de la Suède. Il y a une école norvégienne, historien norvégien, dont le plus célèbre est un dénommé Munch, qui a écrit une histoire de la Norvège, montrant que la Norvège, dans l'histoire des pays scandinaves, avait eu un rôle et un destin particulier. Donc, au départ, on est dans l'âge de la guerre. Et il faut le rappeler, et il faut s'en souvenir, parce que toutes les personnes ici présentes n'ont connu, sauf s'il y en a certains d'entre vous qui viennent d'autres pays, mais sinon, tous les citoyens français, toutes les personnes qui vivent en France depuis ma naissance, je suis probablement le doyen de cette assemblée, n'ont jamais vécu que dans la paix sur le sol de la métropole française. Il y a eu les guerres de décolonisation, mais bon. Et donc nous avons tendance à considérer, et nos enfants et nos petits-enfants considèrent que la paix est un état normal de l'humanité. Mais vous, enseignants d'histoire, vous savez que la réalité est contraire. L'état normal de l'humanité est l'état de guerre. Et la paix, c'est un état transitoire qui est l'addition d'une après-guerre et d'une avant-guerre. Mais la guerre menace toujours. Nous avions fini par l'oublier, après des décennies de paix sur le continent européen. Et puis, voilà qu'elle revient à nos portes avec la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Mais bien se souvenir qu'au départ, l'enseignement de l'histoire est lié à la naissance des nations dans la guerre, par la guerre et pour la guerre. Et alors à ce moment-là, enseigner l'histoire, c'était simple. Il s'agissait de faire naître, développer l'esprit patriotique, l'esprit chauvin, l'esprit nationaliste, dans la jeune génération, en leur donnant l'exemple de leurs aînés
qui étaient morts pour la patrie, de manière à les préparer, les jeunes garçons. Ça s'adressait surtout aux jeunes garçons, mais tant qu'à faire aussi, il fallait que les filles encouragent les jeunes garçons, à mourir pour la patrie comme leurs aînés. Et donc, on avait une histoire très manichéenne. Il y avait les bons et les méchants. Les bons, c'était nous. Les méchants, c'était les autres. Alors, selon les siècles, l'ennemi héréditaire changeait un petit peu. Donc, ça a été pratiquement tous nos voisins, à un moment ou à un autre, vous enseignez ça à vos élèves, ont été nos ennemis héréditaires. Mais c'était une histoire en noir et blanc. Et la mémoire collective, c'est-à-dire la légende, y tenait autant de place, voire plus de place, que les faits réels. Vercingétorix, il a existé, incontestablement. Mais on n'est pas allé lui chercher des poux dans la tête, si je puis dire, pour savoir si c'était vraiment celui qui a réuni toutes les tribus gauloises contre César, ou si, comme certains historiens ont essayé de le montrer, c'était en fait un ancien officier de César qui avait trahi César. Bon. Non, non. L'histoire des Gaulois, et donc voilà. La légende était plus importante que le fait, si la légende était plus mobilisatrice que le fait réel, ou même si on prenait des faits réels, on les éclairait de manière à valoriser ce qui était national et naturellement à dévaloriser les méchants, les traîtres, les autres. Et puis là-dessus, donc ça a duré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, quand vous lisez les manuels scolaires jusqu'en 1939, alors bon, la période de guerre est un peu particulière, de tous les pays, vous avez le même discours, la même tonalité. Même si, c'est important à savoir, dès l'entre-deux-guerres, sous le choc considérable qu'ont représenté les boucheries de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, quelques esprits éclairés, et notamment quelques historiens remarquables, ont essayé de se rencontrer pour sortir de ces romans nationalistes et essayer de s'entendre sur une présentation apaisée du passé. Et notamment, un historien allemand et un historien français, l'allemand s'appelait Georg Eckert, il était à Braunschweig, à Brunswick, en Basse-Saxe, et le français Jules Isaac, alors Isaac qui a laissé un grand nom dans l'histoire, l'enseignement d'histoire en France, le manuel a été longtemps, c'était le cas quand j'étais au lycée, le manuel de référence c'était le Mallet et Isaac. Ils ont essayé de se rencontrer avec d'autres historiens pour se mettre d'accord sur un récit commun entre la France et l'Allemagne. Et puis malheureusement, Hitler est arrivé au pouvoir, ces rencontres ont pris fin, la guerre les a séparés. Ils ont survécu tous les deux à la guerre. Toute la famille de Jules Isaac, qui était juif, est morte à Auschwitz, mais Jules Isaac, lui, a survécu. Georg Eckert a survécu, mais ils n'ont pas repris contact après. Mais dès ce moment-là, il y avait la volonté, après les horreurs de la Grande Guerre, d'essayer de sortir d'une histoire nationaliste. Alors là-dessus, Deuxième Guerre mondiale, l'horreur absolue, Auschwitz, la Shoah, les bombardements au phosphore, Hiroshima avec la guerre du Pacifique. Et là, il y a eu une volonté très forte de la part notamment des puissances occidentales démocratiques, et notamment, ce qui nous intéresse, de tous les pays européens, au moins démocratiques, entre-temps, guerre froide, l'Europe est séparée en deux, l'Ouest et l'Est, de sortir de cette logique infernale de guerre récurrente, et du coup, de revoir l'enseignement de l'histoire
dans un esprit radicalement différent. Et effectivement, alors dans le cas de la France, on a mis quand même 10 ans après 1945 pour changer les programmes d'histoire. Mais dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, sous l'impulsion d'ailleurs du Conseil de l'Europe, qui a été créé dès 1949 et qui s'est donné, donc qui était en charge de transférer les valeurs européennes communes et qui a élaboré des recommandations pour concevoir les programmes et les manuels d'histoire, tous nos pays ont réformé leur approche du récit du passé et de l'enseignement d'histoire à l'école avec un double objectif. L'objectif de faire connaître le passé des ancêtres du pays, de la communauté nationale, demeurait. Et il demeure aujourd'hui. J'allais dire plus que jamais, non, mais autant qu'avant, autant que jamais. Le besoin, le ressenti d'un besoin d'appartenance à une communauté humaine commune, si je puis dire, est aussi fort dans la jeune génération aujourd'hui qu'il l'était dans les générations précédentes. Ce que certains pays n'ont pas compris, n'ont pas admis. Et donc, nous avons, c'est humain, besoin de savoir ce qu'ont fait nos pères, ce qu'ont fait nos grands-pères. Et quelque part, nous avons besoin de raisons de fierté de ce qu'ils ont fait. Non pas de tout ce qu'ils ont fait. C'était des êtres humains. Donc ils ont fait autant de bêtises que de réussites. Ils ont fait autant de crimes que de bonnes actions. Mais nous avons besoin, comme on est ici à Nantes, je suppose qu'à Nantes, on soutient naturellement en foot les Canaries, on a besoin d'être fiers lorsque les Canaries sont champions de France. Ce n'est pas arrivé depuis quelque temps. Mais enfin, à Nantes, on espère que ça reviendra. C'est normal. Bon, chez moi, on joue plutôt au rugby. Donc c'est l'Aviron Bayonnais. Bon, l'Aviron Bayonnais n'a plus été champion de France depuis 1947. Mais enfin, je suis content de savoir ce qu'a fait l'Aviron Bayonnais dans le passé, et je suis content d'être fier de ce qu'ils ont fait. Et je suis un peu honteux de toutes les défaites qu'ils ont accumulées. Donc, le besoin d'appartenance et de connaître, et quelque part d'être fier des pages glorieuses, mais en connaissant aussi les pages noires. Elles sont suffisamment nombreuses, hélas, de notre passé, demeurent. Mais il faut y ajouter, de manière tout aussi importante, sur l'autre fléau de la balance, au plateau de la balance, de manière à ce que le fléau soit juste au milieu, le besoin de réconciliation entre nos peuples, de manière à ce que la guerre devienne impossible entre nous. Alors c'est compliqué, parce que ça paraît un peu contradictoire. Mais justement, il ne faut pas que ça soit contradictoire. Nous avons besoin de connaître le passé national, mais aussi de comprendre les raisons pour lesquelles nous devons poursuivre la réconciliation proprement miraculeuse qui a eu lieu entre tous les peuples des pays qui sont ici en bleu, réconciliation miraculeuse qui s'étend à tous les peuples en bleu, c'est-à-dire les peuples membres de l'Union européenne, mais qui, hélas, est limitée à eux. Alors, pour les historiens ici présents, c'est une curiosité très étonnante. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas d'exemple de peuples qui ont réussi à ériger entre eux une communauté pacifique telle qu'ils n'envisagent plus du tout de se faire la guerre. Quand on demande aux Français, et c'est vrai ce que je vais dire depuis 20 ou plus de 20 ans, dans les sondages auxquels procède périodiquement la Commission européenne, les eurobaromètres, quand on leur demande quel est à votre avis le peuple le plus proche du peuple français, 2 Français sur 3, spontanément, répondent naturellement le peuple allemand. Quand on pose la même question aux Allemands, alors là, ils sèchent.
disant, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes entourés d'amis. Évidemment, il y a la France, on adore la France. Bon, la Belgique et les Pays-Bas, bon, ok. Les Polonais, il n'y a pas meilleurs amis que les Polonais que nous. Les Tchèques, les Autrichiens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette réconciliation à laquelle nous sommes habitués et que nous enseignons à nos enfants, franco-allemande, symbolisée par le discours de Gaulle à la jeunesse allemande, par Mitterrand, le président Mitterrand, le chancelier Kohl se donnant la main à Reims, etc. Eh bien, ça a été contagieux dans tout le reste de l'Europe, à l'est de l'Europe. Lorsque le communisme s'est effondré et lorsque les pays de l'Est ont accédé à la démocratie et ont été candidats pour entrer en l'Union européenne, la Lituanie, le héros de l'indépendance lituanienne, de la lutte contre les soviétiques, y compris lutte physique avec des dizaines de morts, à la fin de l'Empire soviétique, Vytautas Landsbergis, devenu président de la jeune République lituanienne, a déclaré « Nous nous sommes libérés de la suprématie russe. Maintenant, il faut veiller à ne pas succomber à l'impérialisme polonais. » Surprise générale, panique à bord, etc. Bon. De la même manière, ou dans le même esprit, lorsque nous avons voulu réunir à Paris en 1994, donc après l'effondrement, l'explosion de l'Union soviétique, l'effondrement du communisme, le retour de ces pays à des régimes démocratiques, ou la découverte de la plupart de ces pays qui n'avaient jamais connu une vraie démocratie, de régime démocratique, lorsqu'on les a réunis pour qu'ils essaient de régler entre eux tous les problèmes bilatéraux dont ils avaient hérité du XXe siècle, notamment la reconnaissance des frontières entre eux, les statuts des minorités de chaque côté des frontières, etc. Vous savez que la Hongrie, par exemple, est un pays qui, du fait du traité de Trianon, est entouré de populations qui parlent hongrois, et qui d'ailleurs ont reçu des passeports hongrois et ont la double nationalité, donc ça crée des problèmes très compliqués. Nous avons mis 1 an, en 1994, simplement pour que les Hongrois et les Roumains acceptent de s'asseoir à la même table pour discuter de ces problèmes de frontières et de minorités transfrontalières. Eh bien aujourd'hui, plus personne dans ces pays n'envisage de faire la guerre aux voisins, par exemple les Hongrois et les Roumanies, même le tonitruant Viktor Orban, qui n'est pas un exemple de grand démocrate, n'envisage pas une minute de refaire la guerre à la Roumanie pour s'emparer de la Transylvanie, que ces deux pays sont disputés pendant des siècles, comme la France et l'Allemagne se disputaient l'Alsace-Lorraine. Et de même, la Lituanie et la Pologne, il y a 2 ou 3 ans, enfin avant même la guerre d'Ukraine, il y a quelques années, se sont présentés au monde comme un exemple extraordinaire de réconciliation. Donc, ce miracle de la réconciliation, il est formidablement précieux. Il est d'autant plus précieux que, malheureusement, nous sommes dans une situation, alors là je vais prendre une comparaison sanitaire issue de la période de la pandémie, nous sommes les membres de l'Union européenne comme des médecins qui auraient inventé un vaccin en l'espèce contre la guerre, qui se sont vaccinés contre la guerre, qui sont totalement vaccinés contre la guerre, plus personne ne veut faire la guerre chez nous, ni entre nous, à nos voisins, ni à plus forte raison ailleurs, mais nous ne sommes pas capables de diffuser ce vaccin à d'autres. Et au point que, aux portes de l'Europe, entre l'Ukraine et la Russie, voilà, et puis, et hélas, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, c'est évidemment à préserver. Et donc, première révolution dans l'enseignement de l'histoire, révolution politique. Il faut combiner l'enseignement de l'histoire nationale et l'enseignement de l'art de la réconciliation entre nos peuples. À cela s'ajoute la révolution technique que vous vivez en tant qu'enseignant, qui est le déluge, le tsunami d'informations
rendu possible par Internet. Le manuel scolaire existe toujours, il joue toujours un rôle important dans la totalité des pays européens, ça reste quand même l'instrument de base, mais à partir du moment où, grâce à Internet, n'importe quelle personne, n'importe quel citoyen, enseignant, étudiant, élève, peut avoir accès immédiatement, où qu'il soit, gratuitement, à toutes les archives ouvertes de tous les continents, de tous les pays, évidemment, le problème de l'enseignement est complètement bouleversé. Et à partir du moment où les réseaux sociaux, Wikipédia soit seul, c'est une révolution. Donc, il y a pour les enseignants un double défi, en quelque sorte, une double révolution à prendre en compte, cette complexité, cet enrichissement de politique, en quelque sorte, dans le bon sens du terme, et puis ces formidables moyens qu'il faut arriver à maîtriser et à canaliser de façon à en tirer le meilleur et à éviter que ça soit au profit des fake news et du charlatanisme. Et dans le même temps, alors ça, c'est les révolutions du changement d'après-guerre et des dernières années pour ce qui concerne la révolution technologique. Et en même temps, il y a une constante qui demeure et qui demeurera, qui est que les programmes d'histoire sont conçus dans le cadre national et le resteront. Aucun pays, et j'allais dire surtout pas la France, n'admettrait d'enseigner à ses enfants un programme d'histoire qui soit conçu ailleurs, par une organisation internationale. Ni, pour ce qui nous concerne, l'Union européenne, ni le Conseil de l'Europe, ni l'UNESCO, ni l'ONU. Non. Chaque pays veut concevoir son programme. Et je dirais, je suis un Européen passionné. J'ai consacré la plus grande partie de ma vie à la cause européenne. Je continue à le faire d'une autre manière. Mais je laisse le concept de souveraineté nationale aux souverainistes. Nous n'avons pas besoin de la souveraineté pour bâtir l'Europe. Mais si le mot souveraineté a encore un sens, le concept de souveraineté a encore un sens au XXIe siècle, il n'y en a plus beaucoup, mais s'il en a un, c'est le droit inaliénable, imprescriptible pour un pays, pour un État, de choisir les sujets, les thèmes, les disciplines, les connaissances qu'il transmet à la génération suivante et les méthodes pour le transmettre. Voilà. Pour moi, la souveraineté nationale, à la limite, elle se limite à ça. Mais elle demeurera. Et personne, même les plus fédéralistes, même les plus universalistes, n'envisage d'avoir un programme, de décider des programmes d'histoire à un niveau qui serait plurinational. Alors ça a des inconvénients. Je donne deux exemples. Premier exemple, quel est le peuple, la communauté populaire, le peuple, toujours vivant aujourd'hui, qui est le plus ancien de tous les peuples d'Europe et dont nos programmes d'histoire ne parlent pas en tant que tel. Ben, c'est le peuple juif. C'est le peuple juif. Il y avait des juifs depuis le début du christianisme en Europe. Ils sont toujours là, malgré les pogroms, la Shoah, etc., etc. Mais nulle part, dans aucun programme scolaire, on enseigne l'histoire du peuple européen le plus ancien, le peuple juif. Comme les Roms, les peuples nomades, les peuples sans nation sur le sol européen. Le peuple juif a maintenant un État-nation, mais au Moyen-Orient. Deuxième exemple,
certains pays, puisque les programmes d'histoire sont faits au niveau national, certains pays sont devenus des États avant d'avoir été des nations. Alors c'est des cas rares en Europe, c'est le cas le plus fréquent sur le continent africain. Le continent africain, pardon, à part l'Égypte, le Maroc, l'Éthiopie, on peut dire que tous les autres pays africains, sans exception, sont devenus des États indépendants à un moment où ils n'étaient pas des nations. Et malheureusement, la plupart d'entre eux ne sont toujours pas des nations. Problème redoutable. Mais c'est leur problème. Restons au niveau européen où les problèmes ne manquent pas non plus. Alors, se trouve dans ce cas, par exemple, la petite Lettonie. Lettonie, capitale Riga, autour de 2 millions d'habitants, un peu moins de 2 millions maintenant, ils ont perdu de la population, entre un quart et un tiers de russophones. La Lettonie n'a jamais été une nation jusqu'en 1991, 92. Au point que le nom même de Lettonie a été inventé de toutes pièces en 1867 par des habitants de la Lettonie qui étaient de culture et de langue lettonne et qui n'étaient pas religieusement des orthodoxes comme les Russes, donc qui parlaient leur langue à eux et ils étaient plutôt chrétiens protestants. Et ils ont voulu prendre une relative autonomie vis-à-vis de l'Empire russe et ils se sont inventés un nom. Et à partir de là, ils ont eu, d'ailleurs, quand il y a eu la Douma réunie par Nicolas II après 1905, ils ont eu des députés lettons élus à la Douma. Et alors après, quand ils sont devenus un État indépendant durable, toujours sans être une vraie nation, en 1991-92, ils se sont inventés une histoire. Et alors ils se sont inventés... Ils ont fait, à ce moment-là, ce que nous, on a fait du temps de Michelet. C'est-à-dire qu'ils se sont inventés une continuité, ils se sont inventés une légende selon laquelle il y aurait eu, avant l'époque dont on garde des traces écrites assez nombreuses, qui est le début du 2e millénaire, 900 000 après Jésus-Christ à peu près, 10e, 11e siècle. Il y avait à l'époque une confédération dite de Livonie, qui comprenait ce qui est actuellement la Lettonie et un peu l'Estonie et une partie de la Lituanie, la Courlande, enfin ces régions au nom un peu poétique pour nous. Mais la confédération de Livonie était dirigée par des Allemands, hein, les chevaliers teutoniques, les chevaliers porte-glaives, etc., et donc, en fait, c'est une période qui a duré plusieurs siècles dans laquelle la terre appartenait à des germanophones et les autochtones, lettons comme lituaniens ou estoniens ou polonais à côté, étaient en fait les serfs ou les serviteurs des Allemands. Donc, ils racontent une histoire nationale qu'ils inventent, comme s'il y avait eu une nation lettonne qui n'existait pas à l'époque, et ils présentent leur histoire comme une période avant la Confédération de Livonie, où une Lettonie indépendante et civilisation brillante, sans aucune trace documentée, aurait existé, et ensuite, après cette domination germanique, et puis domination slave et russe, grâce à l'héroïsme des résistants lettons, la Lettonie aurait enfin pu devenir un État moderne, indépendant et renouer avec des traditions anciennes. C'est du pipeau. Mais ça les aide, et ça les aide
à renforcer leur identité nationale, et dans une période où, pour le coup, ils sont menacés de la perdre du fait du nouvel impérialisme russe. Autre exemple, alors un pays qui est plus important numériquement, la Roumanie, c'est un pays qui a un peu plus de 20 millions d'habitants. Difficile de savoir combien ils sont exactement, parce que là aussi, il y a une évaporation, une émigration. Mais les Roumains, quand vous lisez un manuel d'histoire roumain, c'est très curieux parce que il commence à l'Antiquité. Alors, il se présente évidemment comme un peuple tout à fait remarquable, qui avait à la fois les qualités des Romains et des Daces, qui était le peuple avec lequel Marc Aurèle et ses successeurs empereurs romains, auxquels il faisait la guerre. C'était Marc Aurèle contre Décébal. Et ils estiment qu'ils ont hérité à la fois des qualités des Romains, les juristes romains, le droit romain, les architectes, l'art de gouverner, et puis la vigueur des Daces. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il présente l'histoire, depuis 2000 ans, des provinces, des 4 provinces qui constituent aujourd'hui la Roumanie. Mais qui ne constituent la Roumanie que depuis le traité de Trianon. C'est-à-dire la Moldavie et la Valachie, qui sont les 2 provinces roumaines historiques, qui ont créé la première Roumanie indépendante en 1878, mais aussi la Transylvanie, qui est donc cette région qu'ils se sont disputée avec les Hongrois pratiquement jusqu'en 1945, et la Dobroudja, petite région du delta du Danube, qu'ils se sont disputés avec la Bulgarie, et dont les 2 tiers sont maintenant côté roumain, il reste un petit quelque chose côté bulgare. Or, la Dobroudja, jusqu'au XXe siècle, n'a jamais fait partie de la Roumanie. Donc, on réinvente après coup l'histoire d'une nation qui n'a pas existé, alors qu'elle n'existait pas. Et on présente le passé avec la vision d'avenir, comme si les ancêtres avaient déjà la vision qu'on a aujourd'hui. Voilà. Mais ça, malheureusement, à partir du moment où nous sommes condamnés à avoir des programmes d'histoire qui sont fabriqués, conçus, voulus, organisés au niveau national, et que tout le monde en est d'accord. Bon, il faudra faire avec, mais en essayant quand même de ne pas être dupes nous-mêmes de cette contrainte commune, qui est handicapante. Alors, comment arrive-t-on à concilier ce double objectif, l'histoire de la nation, mais aussi l'histoire de la réconciliation, et le besoin de réconciliation? Théoriquement, il y a 2 approches. Première approche, on a une histoire commune. Et c'est l'approche un peu simple que j'ai eue lorsque j'ai été ministre des Affaires européennes, donc ça remonte maintenant il y a 30 ans. Je me suis dit, c'est quand même idiot qu'on ait des histoires conflictuelles. Il faudrait essayer de se mettre d'accord pour avoir un récit commun et présenter les 2000 ans d'histoire de l'Europe comme 2000 ans de guerre civile entre Européens. Et donc, j'ai réuni un groupe d'historiens appartenant à chacun, à l'époque on était 15 pays, à chacun des 15 pays, présidé par Madame Hélène Arweiler, qui était à l'époque recteur de l'Académie de Paris, qui était une personnalité prestigieuse dans le monde universitaire français,
d'origine grecque elle-même, ayant épousé un Allemand, enfin c'est une personnalité ayant un parcours personnel européen, avec l'idée, essayez de vous mettre d'accord sur un récit de l'histoire de l'Europe qui soit le même et qui serve, non pas de manuel commun, mais de livre de maître en quelque sorte, commun. Ça n'a pas marché, parce qu'il aurait fallu du temps et mes successeurs ne s'y sont pas intéressés. Ça n'a pas marché parce que je n'ai pas mis dans le coup bêtement le ministère de l'Éducation nationale ni le ministère de l'Enseignement supérieur. Et ça n'a pas marché parce que c'était une mauvaise idée. Et 30 ans après, ou un quart de siècle après, je me suis rendu compte que personne n'accepterait l'idée d'une histoire européenne commune à tous. Ça voudrait dire qu'il y a un livre pieux, qu'il y a une histoire officielle. Non. La France, en matière d'enseignement de l'histoire, a une caractéristique exceptionnelle. C'est la liberté totale d'éditer, d'écrire, de publier un livre d'histoire pour l'enseignement scolaire. N'importe lequel d'entre nous peut écrire un manuel. Et n'importe quel professeur peut choisir ce manuel s'il trouve que c'est un bon manuel. Il n'y a aucune imprimature, aucun label donné au manuel scolaire. C'est un cas rarissime. Il y a 2 ou 3 autres pays européens qui sont dans ce cas-là. Mais la plupart des autres pays exigent un label du ministère de l'Éducation, ne serait-ce que pour vérifier que le contenu est en phase avec le programme, que tous les chapitres du programme sont traités, sans entrer évidemment dans la censure de la présentation. Mais la France a ce mérite, et évidemment, à plus forte raison, si on voulait obliger les enseignants français, mais c'est vrai aussi dans les autres pays, de prendre un manuel ou un ouvrage de référence qui serait commun à plusieurs pays. Non. Je le répète, nous sommes condamnés à avoir des programmes nationaux, et donc la solution, ça n'est pas d'avoir un programme commun, mais c'est de rendre compatibles les programmes nationaux les uns avec les autres. Compatible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chaque événement important qui concerne pas simplement notre pays, mais les pays voisins, on soit informé sur ce qu'ont été ces événements dans les pays voisins et comment ils ont été vécus dans les pays voisins. Alors, pas dans tous les pays voisins, mais au moins faire comprendre aux élèves qu'un événement ressenti très positivement ici peut être ressenti très négativement là. Notamment chaque fois qu'il y a une guerre, qu'il y a une bataille. Il est évident que le souvenir qu'on garde dans le camp du vainqueur n'est pas le même que dans le camp du vaincu. Il y a eu un exercice absolument passionnant, dont vous avez entendu parler, dont vous avez peut-être lu le fruit, qui est la rédaction, pour le coup, d'un manuel scolaire franco-allemand. Donc en 2005-2007, des historiens français et des historiens allemands se sont mis ensemble, encouragés par leurs gouvernements respectifs, pour élaborer un manuel qui a été proposé aux enseignants des 2 pays. J'ai rencontré ces 2 groupes d'historiens, je les ai rencontrés séparément, les Français en France, les Allemands en Allemagne, et je leur ai posé un certain nombre de questions, dont la question, quel a été le chapitre le plus difficile à rédiger pour vous, sur lequel vous avez eu le plus de difficulté à vous mettre d'accord? Et à ma grande surprise, ils m'ont dit, c'est le récit du 11 novembre 1918. Ah bon, pourquoi? Parce que le 11 novembre 18, en France, c'est un jour de gloire. Alors un jour de deuil, parce que 1,5 million de morts sur les champs de bataille, mais un jour de gloire, la victoire de la France et de ses alliés, mais enfin, c'est le maréchal Foch qui était le général en chef, et la France en sort la première puissance européenne et la première
première puissance européenne et la première puissance militaire du monde. Bon. En Allemagne, c'est exactement le contraire, parce que l'état-major allemand, Hindenburg-Ludendorff, vous enseignez ça à vos élèves, s'est débrouillé pour lancer la légende, rester tenace, rester vivace même aujourd'hui en Allemagne, du coup de poignard dans le dos, qu'en novembre 18, le pouvoir politique en déliquescence à Berlin aurait donné à l'armée allemande, alors que l'armée allemande n'aurait pas été vaincue. Et d'ailleurs, ce jour-là, il y avait toujours plus d'1 million d'Allemands, le 11 novembre 18, sur le sol français. Il n'y avait pas un seul soldat français sur le sol allemand. Et donc, ça a été le début du processus infernal qui, après la mise en place de la fragile République de Weimar et évidemment la crise financière majeure de 1929 avec les 9 millions de chômeurs en Allemagne, a abouti à Hitler et à la catastrophe absolue de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les souvenirs étaient complètement différents et c'était très difficile d'avoir un récit commun. Et du coup, ça m'a fait comprendre que ce qui est important, c'est pas d'enseigner aux enfants français la vision française, aux enfants allemands la vision allemande, ou enseigner aux deux une vision commune franco-allemande. Pas du tout. Ce qui est important, c'est faire comprendre qu'un événement de ce genre, puisque c'était une guerre mondiale, et d'abord européenne, ben évidemment, lorsque la guerre a pris fin, ça a eu des conséquences très différentes, gigantesques, mais très différentes dans les pays principalement concernés. Alors, bon, France-Allemagne, on en a parlé, mais pour la Pologne, c'est un jour de gloire. La Pologne a 2 fêtes nationales, le 3 mai, qui est l'anniversaire de la constitution du 3 mai 1791, dont les Polonais estiment que c'est la plus ancienne constitution d'Europe, et puis le 11 novembre, parce que le 11 novembre, ben, ça a été la renaissance d'une Pologne indépendante avec le général Pilsudski. Même chose pour les Tchèques, c'est la naissance de la Tchécoslovaquie. Pour la Hongrie, c'est un jour funeste, puisque c'est à partir de là que sera négocié 2 ans après ou 3 ans après le traité de Trianon qui a amputé la Hongrie des 2/3 de son territoire et des 2/3 de sa population. Parce que la Hongrie, faisant partie d'Autriche-Hongrie, était dans le camp des vaincus. Par contre, symétriquement, pour la Roumanie, c'est une fête nationale. Parce que, grâce au traité de Trianon, la Roumanie a récupéré la Transylvanie déjà évoquée. Alors le plus amusant, c'est pour l'Autriche. Quand j'ai posé la question aux Autrichiens, comment vous enseignez le 11 novembre 18 ? Ben, ils n'en parlent pas. Or, ben, le 11 novembre 18, c'est la fin de l'empire des Habsbourg. Les Habsbourg régnaient depuis 1237, ou je ne me souviens plus la date exacte, de Rodolphe II, le premier Habsbourg qui devient empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc l'empire des Habsbourg était millénaire. Il disparaît le 11 novembre 18, même quelques jours avant. Bon. Eh bien, ça n'est plus enseigné en Autriche. Simplement, en Autriche, alors je ne sais pas si c'est... Il faut y voir une espèce d'humour autrichien. Le 11 novembre à 11h11, qui est l'heure exacte de la sonnerie du clairon, de l'armistice, commencent à Vienne les préparatifs du carnaval de l'année d'après. Parce que le carnaval, qui a lieu évidemment un carnaval, c'est-à-dire au mois de mars suivant, février-mars, en Autriche, en Bavière aussi d'ailleurs, il y a des défilés de chars fleuris, de géants, etc. Et ils commencent le 11 novembre à 11h11, donc c'est leur manière à eux de faire ça. Et donc ce qui est important pour les élèves français, c'est de savoir qu'à la fin d'événements de ce genre, bon alors, traité de Westphalie, congrès de Vienne, traité de Versailles et autres, et puis après, naturellement,
1945, et puis après les traités de la guerre froide, il y a eu un ressenti différent selon les pays et selon les avantages et les inconvénients qu'en retiraient les pays. Et ça vaut naturellement aussi, au-delà d'Europe, sur la manière dont nous revivons, nous nous souvenons, nous enseignons les relations avec les pays que nous avons colonisés ou qui ont essayé de nous envahir. Voilà, donc il y a deux approches. Dernière indication. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'enseignement? Alors, une manière de d'arriver à combiner ces deux objectifs, enseigner l'histoire nationale et promouvoir tout ce qui peut renforcer la réconciliation entre nos pays, et de rendre ces visions compatibles, c'est évidemment d'enseigner l'histoire de l'Europe. Or, cet enseignement est très lacunaire dans la plupart des pays européens. À mon avis, il n'est pas pleinement satisfaisant en France, mais là-dessus, chacune de vous a une opinion plus étayée, plus éclairée que la mienne, mais moi, ce que je déplore, c'est dans le cas de la France, il est éclaté, pour ce qui est de l'histoire contemporaine et de la période de construction européenne, entre l'histoire proprement dite, la géographie et l'enseignement moral et civique. Mais dans la moitié des pays bleus, des pays membres de l'Union européenne, l'histoire de la construction européenne n'est même pas enseignée du tout. Ce qui est quand même inouï. Alors que l'adhésion à l'Union européenne, la négociation d'adhésion, la participation à l'Union européenne, la participation à la monnaie unique, est évidemment de loin l'événement le plus important vécu dans ces pays depuis le début du XXIe siècle et la fin du XXe. Il n'est pas enseigné du tout. Et pourtant, si on s'oblige à enseigner l'Europe, l'histoire de l'Europe, la culture européenne, à ce moment-là, c'est plus facile de concilier les deux objectifs qui risquent d'être contradictoires. On reprend l'Europe nationale, l'histoire nationale dans le cadre européen, donc dans un cadre multinational, en écoutant le récit des autres. Et puis en même temps, ça permet de donner une base, un socle culturel commun important à ce peuple européen qui est en cours de constitution. Ça sera lent, ça prendra encore des décennies. Avec Erasmus et la liberté de circulation à l'intérieur de cet espace commun des 27 pays. Et pour l'instant, ce que l'on constate, c'est que les recherches historiques, les publications destinées au grand public dans les librairies sont soit concentrées sur l'histoire nationale ou régionale, soit sur l'histoire mondiale. Et alors là, il y a une opposition amusante entre l'académie, l'Institut, l'Académie des sciences morales et politiques, ou l'Académie d'inscription à belles lettres, l'Académie française d'un côté, avec Pierre Nora comme symbole, et de l'autre, le Collège de France, avec Patrick Boucheron, qui écrit l'histoire mondiale de la France. Donc, d'un côté, il y a la tentation de braquer le projecteur sur les lieux de mémoire, le chef-d'œuvre de Pierre Nora, les lieux de mémoire,
de la France, la nation française, la République française, l'État français, et puis de l'autre, l'idée que la France est un exemple parmi d'autres dans l'histoire mondiale, et que l'histoire mondiale a eu des conséquences sur la France, l'histoire de France a eu des conséquences sur le monde. Mais ni l'une ni l'autre ne parle d'Europe. D'un côté, on n'est pas intéressé par ce qui se passe en Europe, on est intéressé par ce qui se passe en France, et de l'autre, l'Europe, on s'en fiche, ce qui est important, c'est l'humanité. L'Europe, ça compte pas. Et tous les pays qui étaient soumis au système soviétique continuent de distinguer deux programmes d'histoire. Il y a un prof d'histoire national et un prof d'histoire mondial. Mais entre les deux, il n'y a pas l'Europe. Et ça, c'est évidemment une lacune qui est extrêmement importante et extrêmement inquiétante. Et voilà pourquoi il est vraiment essentiel que nous fassions évoluer tous ensemble, pas simplement les Français, mais tous les autres Européens. C'est pour ça qu'il faut travailler ça dans le cadre du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne, et que chaque enseignant est présent à l'esprit que c'est à travers l'enseignement d'histoire d'Europe que nous arriverons à consolider cette réconciliation miraculeuse entre nos peuples et que nous arriverons à combiner cette nécessité de renforcer le sentiment d'appartenance nationale et d'être en même temps les membres de communautés humaines plus vastes, au niveau continental, la communauté européenne, et puis naturellement, l'objectif ultime étant au niveau mondial pour le siècle prochain. Voilà, je vous remercie.